m'entend? Du coup, on va essayer de... Je ne sais pas ce que David a dit exactement et on va essayer de ne pas trop faire de redites. Mais je pense que tout le monde a un peu suivi cette histoire de Pâques et nos revendications. On va refaire un petit point. Je ne sais pas, David, moi, si je te répète ou pas. Tant pis. Bon, on fera temps mort. C'est pas la même voix. Bon, alors je pense que la plupart des gens ici, il y a beaucoup d'éleveurs, du coup tout le monde sait la galère que ça a été de déclarer les surfaces dans les zones embroussaillées, dans les zones de forêt, les zones de pente. On a fait ce qu'on a pu, nous, paysans, en essayant d'être le plus honnête possible et le plus proche de la réalité. Mais on s'est bien rendu compte que c'était un truc complètement subjectif, déclarer un taux d'enherbement des ressources pastorales dans des endroits embroussaillés, des endroits de forêt, c'était un peu une mission impossible. On a fait comme on a pu. La plupart, on a quand même vachement sous-déclaré nos terres. Et du coup, au fur et à mesure, depuis ce printemps, on apprenait un peu les modalités de mise en place de cette nouvelle PAC. Au printemps, personne ne pouvait vraiment nous donner des détails concrets de la mise en place de cette nouvelle PAC. Et au fur et à mesure, on a appris des choses pas toujours très agréables pour nous. Dès le départ, Le Foll, notre cher ministre, avait annoncé des visites pédagogiques en disant que pour la première année, l'important c'était de caler avec l'administration et les paysans les déclarations. On s'est vite rendu compte que en fait, ces visites soi-disant pédagogiques en fait, devenaient des visites sanctions et qu'on risquait d'être sanctionné s'il y avait trop de différences entre les contrôles et notre propre déclaration. Et du coup, aujourd'hui, on a amené des genêts, des bogues pour montrer que l'agriculture ardéchoise, c'est aussi ça. C'est pas que de l'herbe et des grandes prairies herbeuses, c'est aussi des zones embroussaillées de pente. Et nous, ce qu'on demande, on n'est pas contre les contrôles. Au contraire, on aimerait bien qu'il y ait des contrôleurs qui viennent faire le tour de toutes nos fermes et pour qu'on puisse se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'eux, ils voient comme taux d'enherbement et nous, qu'est-ce qu'on déclare. Mais on est carrément contre le fait qu'il y ait une sanction à la clé, sachant qu'il y a des arrêtés qui sont sortis seulement au mois d'octobre, alors que nous, on a dû rendre notre déclaration au mois de mai. Et ce qu'on veut dire aussi, c'est que quand un ministre veut, il peut, puisque Le Foll a réussi à gagner le verdissement pour les maïsiculteurs, c'est-à-dire qu'il a gagné que les primes européennes, une partie des primes européennes liées à l'environnement, soit données aux maïsiculteurs, qui sont quand même parmi les plus grands pollueurs de France. Et du coup, je pense qu'on représente quand même une minorité dans le budget de la PAC. Et on reste la variable d'ajustement de cette politique-là. Du coup, on a réinsisté auprès du préfet et de la DDT que ça nous paraissait complètement aberrant. Enfin, il y a tellement d'aberrations, on a soulevé toutes les aberrations. La première, elle a eu lieu en début d'année, quand on nous a dit en Ardèche que les châtaigneraies et les chênaies n'étaient pas comptabilisées dans les surfaces primables, alors que dans la zone Pélardon et en Corse, elles l'étaient. Et nous, on a bien soulevé le fait que pour nous, c'était impossible d'imaginer que des subventions publiques et qu'une politique publique pouvait se baser sur des disparités telles et sur le fait qu'à 10 km près, les mêmes ressources pastorales ne soient pas comptabilisées de la même façon, quoi. Le Foll, moi j'ai fait partie de la délégation de la Confédération paysanne qu'il a rencontrée au ministère au mois de septembre. Je pense qu'il ne se rend pas du tout compte de là où on vit et là où on travaille. Vu de l'Europe, les zones non enherbées, en fait, pour eux, ce n'est pas des zones agricoles. Ils n'imaginent pas qu'il y ait des brebis, des chèvres ou des vaches qui pâturent sous les bois, dans les zones à landes. Du coup, c'est un vrai combat à mener. C'est aussi arrêter de dire que tout le monde appelle nos surfaces des surfaces peu productives, alors que nous, on vit, on travaille sur ces territoires-là et que pour nous, c'est productif, vu que nos bêtes, elles mangent, elles arrivent à manger. C'est encore une fois nier nos savoir-faire et nos pratiques. Et on se rend bien compte que cette PAC, les plus petits, les plus fragiles vont encore en souffrir. Du coup, on a insisté là-dessus. Je pense qu'ils nous ont bien entendus. L'idée, c'est que là, on a rencontré les 3 députés. On a fait voter une motion à la Chambre d'agriculture d'Ardèche le 24, parce que la Chambre d'agriculture d'Ardèche n'avait pas encore bougé son petit doigt depuis un an sur cette question-là. On n'a rien entendu de la Fédé DJA là-dessus, comme si ça ne posait pas problème pour eux. Et du coup, on a quand même réussi à faire voter une motion à l'unanimité, vu qu'on avait fait tout le boulot et prémâché tout le travail. Et du coup, ça, c'est que le début. Hein. On a fait tout ce qu'on pouvait
pour réveiller le ministère sur cette question-là. Il y a aussi un gros travail qui se met en place, dont les Ardéchois y participent, un travail juridique pour voir aussi s'il y a trop de sanctions à la clé et si les petites fermes doivent disparaître. On travaille aussi sur la question juridique voilà, parce qu'on pense qu'il y a plein de failles à ce système-là, il y a plein de failles dans le processus de mise en place de la PAC. On nous a un peu pris pour des couillons pendant des mois là. Et on pense aussi que c'est pas possible pour nous de déclarer des surfaces au mois de mai sans avoir toutes les billes en main. Voilà, on apprend les choses au fur et à mesure et pour nous ça nous paraît complètement aberrant. Et on dénonce encore une fois parce que s'il n'y avait pas la Confédération Paysanne, eh ben, c'est encore les plus petits qui vont sauter. On dénonce le fait qu'il n'y ait pas de plafonnement aux aides. Du coup, les gros bouffent toujours plus. On dénonce le fait qu'il y ait toujours des planchers. Voilà, en dessous de 10 UGB, eh ben, il n'y a pas de prime. Du coup, toutes les petites fermes diversifiées d'Ardèche où il y a un petit troupeau de brebis, quelques vaches, c'est toujours des petites fermes qui se retrouvent à l'écart des primes. Et voilà, grosso modo, on est un peu les seuls à l'ouvrir là-dessus. Et je pense que le préfet nous a bien entendus. C'est un préfet très gentil. Mais on espère qu'il puisse l'ouvrir aussi et nous défendre. Parce que sans les petites fermes en Ardèche, il n'y aurait plus de tourisme. On n'arrête pas, enfin tout le monde se vante des paysages ardéchois, des bons produits ardéchois, mais sans nous, il n'y aurait rien de tout ça. Il faut arrêter de nous faire croire qu'on fait partie d'un folklore, on est aussi producteurs, on vit là où des centaines de paysans avant ont vécu, et ce qu'on a aussi insisté auprès de la DDT et du préfet, c'est de dire que eux, peut-être que 0,01% des paysans allaient peut-être en pâtir et que pour eux ça ne représentait rien parce que pour eux une virgule, un chiffre, ça ne représente rien. Mais nous en tant que syndicat de défense des paysans, on a bien dit qu'il n'y avait pas moyen, il fallait que toutes les fermes soient défendues, tous les paysans soient défendus et que nous, une famille qui se retrouvait avec des primes en moins, c'était inacceptable, quoi. Voilà. Moi, juste des histoires techniques. Donc, les contrôles vont commencer effectivement le 15 décembre. Il a été annoncé qu'ils s'arrêteraient le 15 janvier, mais en fait, pas du tout. Donc, ils vont continuer jusqu'au mois de mars. Alors, neige ou pas neige, voilà. Donc, on a fait remonter ce genre d'absurdité. Donc, il faut que les éleveurs s'attendent à être visités sur les 3 mois qui viennent. Après, sur les échéanciers de la PAC, actuellement, rien n'est calé. On n'a que de la trésorerie. Et là, par contre, on vient d'apprendre qu'on aura le final de l'année 2015, pas avant le mois de mai ou le mois de juin, c'est-à-dire juste avant la nouvelle. Et donc, accrochez-vous, parce que s'il y a un souci, ce sera difficile. Après, ce que j'ai senti, c'est qu'ils n'étaient pas... comment dire, ils ont essayé ils sont dépassés en fait par la machine. C'est-à-dire que l'histoire des surfaces proratarisées, pour la mettre en place, elle a été beaucoup plus compliquée que prévu, donc pour eux et pour nous. Donc ils sont vraiment dépassés par la machine, mais sauf qu'ils n'arrivent pas à la finaliser, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à nous dire qu'on ne peut pas faire des contrôles sous la neige, quoi. C'est quand même assez grave. C'est assez extraordinaire quand même. Et c'est tous des gens qui sont en bac plus 7, quoi. C'est très grave. C'est pas mon CAP apprenti boulanger quand même. Et donc voilà. Et donc on en est là. Et donc l'affaire est à suivre. Après, au niveau national, donc sur les surfaces peu productives, on n'est pas d'accord avec le terme de peu productif. Et donc il va s'engager un travail parce que le paradoxe, c'est qu'on n'a pas mis encore la PAC 2015, mais l'Europe travaille déjà sur la 2020. Donc les critères de la 2020 rentrent maintenant. Donc il va y avoir un appel de la COF pour les gens qui sont en zone peu productive, qui ont envie de produire un travail sur comment on les définit, ces zones peu productives, et derrière comment on les finance. Alors on ne sait pas si ça va être du prorata ou pas du prorata. En fait, c'est en gros de dire, de quantifier économiquement, scientifiquement, pour que l'Europe prenne en compte écologiquement. Mais je pense qu'il faut que... Voilà, donc un gros travail sur comment appréhender ces zones difficiles. On n'est pas les seuls en Europe. Il y a d'autres endroits où le problème il se pose. Il y a d'autres pays européens qui ont des montagnes.
Donc voilà, donc c'est le boulot qui c'est pas fini en fait, ça fait que commencer quoi. Enfin, on est déjà dans la mouture 2020-2025. Donc on ne sait pas encore au niveau national comment on va appréhender le problème et comment on va faire travailler les gens. Enfin, il serait souhaitable que les éleveurs relaient le boulot et qu'il y ait des propositions. Voilà, vous pouvez mettre dans votre ordinateur personnel et dans votre tête comment vous voudriez que soient appréhendées vos surfaces en fait, parce que c'est ça, c'est cette matière-là qu'il faut faire remonter. Voilà. Moi, je veux juste rappeler que quand même, on est là, la COP 21 vient de s'ouvrir. On a un ministre de l'Agriculture qui n'arrête pas de parler d'agroécologie tout en défendant la ferme des 1000 vaches et l'agro-industrie. Il faut quand même rappeler que nos fermes, et c'est ce qu'on va défendre parce que la semaine prochaine, on sera nombreux à Paris avec la Via Campesina à défendre que l'agriculture paysanne refroidit la planète. Mais il faut quand même rappeler que nous, nos petites fermes, il n'y a pas de modèle plus agroécologique que nos petites fermes. Et quand le FOL se gargarise d'agroécologie, oui, je défends l'agroécologie à tout va, il faut qu'ils se rendent compte aussi que ces fermes-là qui sont toujours voilà, la visée de ces politiques qui risquent de nous faire disparaître. Et du coup, la COP21, c'est aussi un moment pour rappeler que nos fermes là, c'est ces fermes-là qu'il faut défendre. Voilà, du coup je pense que c'est important en cette période d'ouverture de COP21 où ils vont faire leur gros malin et jouer aux héros alors que rien ne va changer. Il faut aussi qu'on rappelle que nous, au quotidien, eh ben, le changement climatique, on le vit au quotidien parce que les périodes de sécheresse, les pluies sévenoles de plus en plus folles, on le vit au quotidien. Et pourtant nos modèles, nous, ne rentrent pas dans ce modèle qui bouffe du gaz à effet de serre à tout va, quoi. Mathieu, dans la lettre des paysans, vous l'a marqué. Je crois que c'est utile de le répéter aujourd'hui et que vous le répétiez autour de vous. Quand il y a des contrôles, tâchez de ne pas être seul et ne signez jamais le rapport de contrôle. Voilà, c'est le minimum à faire. Et puis, faites du lien avec les voisins, faites du lien avec Mathieu, avec les copains et surtout ne restez pas seul dans ces moments-là. Début, hein, en fait, là, on a utilisé tous les moyens légaux pour faire remonter l'info, pour mettre la pression auprès des ministères. On a rencontré toutes les personnes possibles imaginables pour bouger là-dessus. Si des contrôles se passent mal et si des fermes sont mises en péril suite au contrôle, il va vraiment falloir qu'on se réveille et qu'on soit un peu plus nombreux pour défendre tous ceux qui vont être mis en péril avec cette nouvelle PAC, quoi. Il faut vraiment parler autour de vous parce que je pense qu'il y a plein de paysans dans les campagnes qui ne se rendent pas du tout compte de ce qui nous arrive sur la tronche. Et nous, on a peur, Mathieu l'a redit là, pendant le rendez-vous au préfet, on a peur qu'il y ait des contrôles qui se passent mal aussi, parce que les paysans, on est quand même vachement acculés en ce moment. On a la pression de toutes parts, c'est quand même un peu galère sur nos fermes pour la plupart d'entre nous. Du coup, il ne faut pas que ça se passe mal et il ne faut pas que des paysans se sentent tellement sous pression voilà, que ça parte en cacahuète, quoi. Voilà. L'histoire du puçage, parce qu'on a rencontré encore le FOL à un colloque qu'on a organisé en Ariège sur l'agriculture de montagne. Et il y a un jeune paysan, Bastien, du 06, qui se retrouve avec 16 000 € de primes en moins pour non-respect du bouclage électronique. Et du coup, il a pris la parole face à le FOL, face à 300 personnes, les élus présents et les médias. Et il a expliqué que lui, sa ferme était mise en péril parce que 16 000 € en moins, ils n'allaient pas pouvoir faire face. Un grand gaillard de 2,10 m qui s'est mis à pleurer, franchement, au micro. Du coup, il y avait une émotion folle et... Pardon, c'était pas voulu. Et du coup, le FOL a fait la promesse devant les 300 congressistes, devant les médias, que les 8 cas, parce que du coup il y a 8 cas, dont Émile et Valère, 8 fermes qui avaient du coup refusé de pucer et qui étaient mis en galère financièrement parce que les primes avaient sauté. Du coup ces 8 fermes-là, il a fait la promesse devant tout le monde que ces 8 histoires, 8 dossiers allaient être revus. Et du coup il faut vraiment qu'on soit vigilant pour que ça se fasse et qu'il tienne ses promesses ce jour-là. Paris appuie, Paris appuie. Ouais. Ouais, la conf parisienne a bien pris les choses en main et voilà. Quand le budget de la PAC il est finalisé, quand
il est finalisé, c'est-à-dire que quand tu as fait tes déclarations et que c'est acquis, que c'est acté, que c'est finalisé, le budget il ne peut pas bouger. Il n'y aura pas de financement de la PAC supplémentaire. Il n'y aura pas d'argent qui va revenir à Emeline sur sa PAC 2014 parce que c'est finalisé, elle a été jetée. Par contre, ils peuvent décider de le financer autrement. Et sur quelle ligne budgétaire, ça on ne le sait pas. Et donc le problème, c'est que c'est celui-là qui se pose. C'est où on prend le pognon. En fait, le pognon, quand tu regardes bien les 8 cas, pour le ministre, ça pèse pas beaucoup. Et il pourrait peut-être les prendre sur ses frais de bouche. Par exemple. La bougie pour tous les syndicats de l'Ardèche. Et puis après, j'ai fait les 2 autres qui étaient des visites tests, qui servent aujourd'hui de référence pour le gouvernement, même si on n'est pas d'accord dans la manière dont ils les exploitent. Mais dans ces visites-là, sur les remontées, vous n'aurez pas forcément, le jour de la visite, ils disent rien en fait. Ouais, c'est-à-dire que vous n'aurez pas si vous êtes en anomalie ou pas. Mais par contre, vous allez avoir, au bout d'un certain temps, vous allez recevoir un courrier, vous avez 10 jours pour réagir en fait. Pas plus, 10 jours. Il flippe quand même. Et donc ces 10 jours, en fait, il faut les exploiter, il faut que nous on le sache en fait. Il faut qu'on s'organise pour faire remonter ce type d'informations. Et on ne sait pas comment ça va se passer sur le terrain, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où ça va commencer les contrôles. Ils ont dit qu'ils allaient les zoner. Voilà. Donc en fait, techniquement, il faudrait peut-être qu'on se dote d'un outil pour qu'il y ait des gens qui soient relais de ce genre d'informations. S'il y a beaucoup d'anomalies, il faut qu'on les sache et qu'on les fasse remonter et qu'on revienne là.